formation et développement personnel. Le cycle de formation s'intègre au cœur du processus de gestion des ressources humaines et de ses faits est fortement lié aux orientations des entreprises. La formation du personnel est un investissement puisqu'elle permet aux entreprises d'accroître les compétences des employés et de développer de nouvelles habiletés afin d'augmenter la qualité de leurs produits et services ainsi que la productivité de leur main-d'œuvre. Elle se présente donc actuellement comme une activité à valeur ajoutée qui favorise l'adaptation et la flexibilité des individus face aux défis à relever. Les objectifs de la formation. Selon Jean-Jacques Souy, les objectifs de la formation peuvent être regroupés dans deux grandes catégories, à savoir la formation sur l'initiative du salarié et la formation sur l'initiative de l'entreprise. La formation sur l'initiative du salarié permet au salarié d'avoir une meilleure maîtrise de son métier, l'amélioration de l'adaptation aux postes occupés, mieux comprendre l'organisation où l'on travaille, se préparer à des changements professionnels et à des mutations internes, acquisition d'une qualification professionnelle, développement d'une compétence par la réalisation d'une activité sociale ou de loisir. La formation sur l'initiative de l'entreprise, une formation mobilisée ou organisée par l'entreprise, permet ici le développement d'une culture d'entreprise, faire vivre certaines valeurs dans l'entreprise, mobiliser l'ensemble du personnel sur un projet d'entreprise, faire progresser l'encadrement dans ses compétences intellectuelles, sa culture et ses habitudes à manager. Associer la formation à la communication pour construire un climat de plus grande concertation et faisant que les salariés se rencontrent à travers la formation. On les aide à dissiper certaines méconnaissances et malentendus. Donc, en général, l'objectif de la formation est focalisé sur deux grands éléments, sur l'initiative des salariés et sur l'initiative de l'entreprise. Quand est-ce que la formation doit être mobilisée? À quel moment doit-on former nos salariés? On peut mobiliser une formation au sein de l'entreprise lors du lancement d'un nouveau projet. La formation peut être mobilisée lorsqu'on lance un nouveau projet.
Pour cela, nous aurons besoin de nouvelles compétences. Ce qui revient à dire, lorsqu'on a besoin de nouvelles compétences pour la réalisation de ce projet, on peut mettre en place une session de formation au sein de l'entreprise. Ce qui revient à dire, un nouveau projet est égal à un investissement. Donc la formation est mobilisée lorsqu'on lance un projet, un nouvel investissement, une nouvelle procédure, un nouveau processus de fabrication par exemple, lorsqu'on intègre une nouvelle technologie, un nouvel équipement de travail, une nouvelle organisation de travail. Lorsqu'on constate la baisse des indicateurs, par exemple lorsque des problèmes apparaissent dans l'équipe de manière récurrente, on voit le retard important, la baisse des indicateurs de qualité, des erreurs. Donc on peut mobiliser en ce moment une formation des salariés. Et en dernière position, diagnostic du travail d'un salarié. Lorsqu'on fait un point sur l'activité d'un collaborateur, on constate qu'il ne pourra atteindre un objectif donné faute de maîtrise d'une compétence. Donc, on mobilise ou on met en pratique, en œuvre une formation pour ces salariés. Type de formation. D'une manière générale, il y a deux types de formation. L'une initiale qui permet l'acquisition de connaissances en vue d'occuper une fonction et l'autre continue qui permet d'approfondir les connaissances professionnelles au cours de la carrière. On distingue deux types, à savoir formation de courte durée. Les formations de courte durée ont pour objectif l'évaluation du niveau professionnel des agents en adéquation avec les exigences des postes occupés ou à occuper et les besoins déterminés pour atteindre les objectifs opérationnels assignés. Elles sont de différentes natures et sont réalisées soit dans les centres de l'entreprise, soit à l'extérieur de celle-ci. On a également les formations de longue durée. Les formations de longue durée ont pour objectif de produire des compétences nouvelles ou d'acquérir des savoirs nouveaux, sanctionnés par des diplômes. Elles constituent un investissement important pour l'entreprise qui s'attend à un retour sur investissement. De même, ces performances permettent le développement personnel des agents ayant le potentiel requis et pouvant évoluer suivant un plan de carrière mieux élaboré en adéquation avec les motivations personnelles. Type de formation de courte durée. Les types de formation de courte durée sont entre autres les séminaires de formation ou de perfectionnement. Les séminaires de formation ou de perfectionnement, ce sont des sessions de formation comprenant une essence d'information et d'expérience sur un sujet. L'apport de ces formations est caractérisé par un enrichissement des connaissances par rapport au sujet et permet de se situer par rapport au domaine considéré. L'objectif recherché dans ce cadre est d'améliorer constamment la qualification actuelle par un apport conceptuel nouveau dans les domaines du savoir, du savoir-faire et savoir-être. On a les formations de recyclage. Les formations de recyclage concernent les formations destinées à s'adapter à de nouvelles situations professionnelles ou à de nouveaux emplois qui ne présentent pas de promotion. On a les formations de reconversion ou de redéploiement. Elles regroupent les actions de formation destinées à préparer une ou plusieurs catégories de personnel à changer de métier ou de famille professionnelle. C'est le cas par exemple de la reconversion des agents administratifs ou techniques en agents ou techniciens commerciaux. On a également les formations d'induction ou mise en situation professionnelle. Les nouvelles recrues doivent suivre une période d'induction destinée à les permettre une intégration harmonisée au sein de
l'entreprise. Les confirmations sont conditionnées par les résultats obtenus durant cette période d'induction. Les modalités pratiques de cette formation. L'induction permet aux nouveaux recrues, aux pré-salariés, aux futurs cadres de l'entreprise de connaître l'entreprise, ses différentes structures et son environnement, connaître les collaborateurs de l'entreprise et de se faire connaître la vocation des métiers de base de l'entreprise, s'intégrer progressivement dans l'entreprise, évaluer ses capacités et son potentiel de manière objective. On a également la formation sous le tas. La formation sous le tas est une formation finalement qui permet l'adaptation d'une compétence technique déjà acquise dans des situations particulières, d'un service, d'un secteur ou d'un poste de travail donné. Aussi la formation en e-learning. La formation en e-learning, ce sont des formations qui nécessitent l'utilisation des NTIC, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle consiste à se former via les sites de formation ou les plateformes d'apprentissage sur l'Internet. Et enfin, nous avons la formation sur l'entraînement à la tâche. L'entraînement à la tâche constitue un ensemble d'activités visant l'acquisition en cours de production de connaissances, d'habilités et d'aptitudes liées à l'exercice de nouvelles tâches dans lesquelles des apprentissages précis de courte durée sont nécessaires à leur accomplissement. La formation doit être qualifiante et transférable. Donc ici, dans l'entraînement à la tâche, de nouvelles tâches sont attribuées à un employé et pour lui permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour exercer sa fonction. Les types de formation de longue durée. En général, on distingue deux types de formations de longue durée, à savoir les formations internes qualifiantes. Les formations internes qualifiantes sont inscrites dans le cadre de la formation de l'entreprise. Elles permettent l'acquisition de qualifications et compétences nouvelles pour les participants. Et la formation externe diplômante. Cette formation permet l'acquisition de nouveaux savoirs sanctionnés par un diplôme. L'accès à cette formation est conditionné par les performances, le potentiel et le métier des agents concernés. Démarche de mise en œuvre d'une formation. Dans le cadre de mise en œuvre d'une formation au sein de l'organisation, il y a 4 étapes à suivre. Il s'agit d'identification et analyse des besoins de formation, la planification et conception de la formation, la division de la formation, l'évaluation et suivi post-formation. La première étape, c'est l'identification et analyse des besoins de formation. Dans cette première étape, il faut déterminer les compétences ou les comportements du personnel qui devront être développés ou modifiés. Donc, l'identification des besoins de formation s'effectue habituellement en début d'année avant d'élaborer la planification de la formation qui se déroulera dans l'entreprise tout au long de l'année. Cette formation est faite par le comité de formation en fonction des activités de l'entreprise. Ainsi, ce comité a comme principale tâche d'identifier les besoins de formation, de la planification et de voir au bon moment des formations offertes. Donc, il y a besoin, lorsqu'il y a un écart entre ce qui est et ce qui devrait être. Donc, un besoin de formation apparaît lorsque l'on peut observer un écart entre une situation actuelle et une situation désirée et que cet écart est dû à une absence ou un manque de compétences essentielles ou requises. Donc, il faut analyser les besoins, c'est-à-dire calculer l'écart. Quel est le rendement des employés, quels ont été les obstacles rencontrés dans la réalisation du projet, et également quelle est la situation souhaitée et les objectifs à atteindre. Et là, il faut s'interroger ici, quelles sont les améliorations et les changements à venir, quels sont les résultats souhaités, quelles sont les compétences que devraient posséder les employés. Donc, dans le processus d'identification des besoins de formation, il y a des méthodes à suivre. Il faut l'observation et l'écoute. Donc, le gestionnaire doit connaître les responsabilités des employés en les observant, travailler en écoutant leurs commentaires face aux méthodes de travail. Ces moyens lui permettent d'avoir une vue globale de la situation et de connaître les aspects à améliorer.
Également, les rencontres individuelles. Les rencontres individuelles permettent aux gestionnaires de connaître les besoins particuliers des individus et d'effectuer certaines mises au point au niveau des compétences acceptées dans l'entreprise. Également, l'évaluation du rendement. Cette activité du cycle de gestion des ressources humaines permet elle aussi d'identifier les besoins de formation en fonction des attentes des postes et des indicateurs de performance. Donc la direction et les gestionnaires doivent s'assurer que les objectifs de formation sont en lien avec les orientations stratégiques de l'organisation. Après l'identification et l'analyse des besoins de formation, il faut maintenant planifier et concevoir la formation. Donc, avant de commencer à concevoir la formation, il est important d'avoir une bonne planification pour s'assurer que la formation répond aux besoins de l'entreprise. Donc, il faut d'abord identifier les priorités de l'entreprise pour les prochains mois, comme par exemple effectuer une meilleure gestion de nos projets afin d'arriver dans les échéances et d'atteindre nos objectifs de vente, ou sensibiliser le personnel à la collaboration, au travail d'équipe dans notre entreprise. Par la suite, il sera possible de déterminer de manière précise les activités de formation à prévoir et à concevoir. Donc ici, dans le processus de priorisation des besoins de formation, il est important de prioriser les formations en fonction des objectifs organisationnels. Quelles sont les formations à réaliser dans notre organisation? Quel est notre budget de formation? Quel type de formation nous privilégions, interne ou externe, selon les compétences à développer? Quelle est notre échéance? Qui sera le formateur qui participera à la formation? Et ensuite, élaborer un plan global de formation. Ici, le plan global de formation est en fait un aide-mémoire qui permet de bien gérer le développement des compétences du personnel, car il regroupe toutes les formations qui sont prévues pendant l'année dans l'entreprise. Il est suggéré de diviser dans toute l'entreprise afin d'informer l'ensemble du personnel des formations futures. Donc, il y a des méthodes à suivre dans le processus de planification et de conception des formations. Dans ce cas-là, il faut élaborer un plan spécifique de formation. Le plan spécifique de formation doit être élaboré pour chaque formation qui sera divisée dans l'entreprise. Il contient toutes les formations au sujet de la formation. Il sert donc de point de départ à la conception, puisqu'il clarifie les éléments à considérer. Donc, le plan spécifique devrait contenir une description générale de la formation, les objectifs de la formation, la durée, le nom du formateur, si c'est interne ou externe, les méthodes d'enseignement, le personnel visé, le nombre de groupes. Et après l'élaboration du plan spécifique, il faut concevoir la formation. Donc, à partir du plan spécifique, il faut élaborer le contenu et les activités de la formation. Donc, il est suggéré d'employer une variété de techniques d'enseignement. Et ensuite, choisir les techniques d'enseignement. Ça peut être des exposés, des démonstrations, des discussions, des jeux de rôle, des entraînements à la tâche ou bien des études de cas. Donc, après l'identification et l'analyse des besoins de formation, la planification et conception de la formation, il faut maintenant diviser la formation. Et ça, c'est qu'il n'y a aucun lien direct entre la qualité de la préparation manuscrite d'une activité de formation et la qualité de sa division. Une fois que le contenu de la formation a été développé, l'entreprise doit veiller à ce que cette formation soit divisée adéquatement. Lorsque l'ampleur de la formation requiert la responsabilité de la division, peut être donnée à plusieurs personnes. Et il est suggéré qu'un groupe pilote participe à la formation avant que celle-ci soit divisée à l'ensemble du personnel. Cela permet d'évaluer l'efficacité de la formation et de faire des ajustements si nécessaire. Pour cela, il faut prévoir la logistique de formation. Ici, il faut obtenir le matériel requis, le manuel des participants, la documentation, préparer la salle de formation, la disposition des tables par exemple, les tableaux, préparer les équipements, les ordinateurs, les projecteurs, les magnétoscopes, pour ne citer que ceci. Et ensuite, il faut animer la formation. Il faut ouvrir la formation, accueillir les participants à leur arrivée, mettre les participants à l'aise et en confiance, se présenter les objectifs et le déroulement de la formation.
Il faut maintenant diviser le contenu de la formation. Il faut transmettre à ce niveau, il faut transmettre le contenu selon les techniques d'enseignement choisies. Il faut également favoriser la participation, encourager et motiver les participants, être à l'écoute des réactions, donner du feedback, vérifier la compréhension, conclure la formation. Également, il faut revenir sur les points importants. Il faut également remercier les participants. Après la division de la formation, il faut faire l'évaluation et le suivi post-formation. C'est la division d'une activité de formation occasionne des investissements importants en termes d'énergie, de temps, d'argent et de ressources pour l'entreprise. L'évaluation de la formation renvoie à l'analyse des rendements obtenus sur ces investissements. Il est donc essentiel pour l'organisation de procéder à une évaluation de la formation. Ici, l'évaluation de la formation permet de vérifier si les objectifs fixés au départ ont été atteints. En comparant les objectifs d'apprentissage aux résultats obtenus, la situation de départ et la situation nouvelle, il est possible de juger à quel point l'activité de la formation s'est avérée bénéfique pour les employés et celle-ci s'est traduite par des retombées concrètes pour l'entreprise. Donc, pour évaluer la formation, il faut s'interroger, est-ce que les participants ont apprécié la formation? Est-ce que les participants ont acquis de nouvelles connaissances? Est-ce que les participants appliquent les nouvelles techniques ou méthodes dans leur réalité de travail? Quel est l'impact de la formation sur les performances de l'entreprise? Donc, suite à la formation, il faut mettre le plus rapidement possible les employés nouvellement formés en action pour les permettre d'utiliser les nouvelles compétences afin de les mettre en pratique et de ne pas les oublier. Les superviseurs immédiats doivent encourager l'utilisation des nouveaux comportements ou des nouvelles techniques et reconnaître l'effort des employés qui les utilisent. Dans le cadre du suivi, n'oubliez pas d'analyser les résultats obtenus, de vérifier le transfert des connaissances et également vérifier aussi l'impact de la formation dans la réalisation des